America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Lakhdar, coordonné par Sami Hahel et Maryam Abdou pour vous accompagner au micro. Le journal Yedot Ahronot révèle que Benjamin Netanyahou a rejeté un plan préparé par les services de sécurité de l'entité visant à exiger du mouvement Fatah de contrôler des zones importantes de la bande de Gaza, rajoutant que les détails du plan ont été présentés au niveau politique ces dernières semaines et qu'il a été préparé avec le soutien des États-Unis. Le plan sioniste prévoit d'empêcher les résistants du mouvement Hamas de prendre des décisions dans le centre de la bande de Gaza et son nord. L'auteur du rapport, Nadav Eyal, a expliqué que selon le schéma tracé, le commandant des renseignements généraux de l'autorité de Ramallah, Majid Faraj, très respecté tant par l'État occupant qu'aux États-Unis, est chargé de retrouver ou de sélectionner dans la bande de Gaza entre 4 et 7 000 éléments hautement qualifiés et prêts à combattre. Le général américain Michael Benzel, responsable de la coordination américaine entre l'entité sioniste et l'autorité de Ramallah, doit superviser la formation. La dernière étape du plan doit permettre également aux membres de la nouvelle force palestinienne, après avoir terminé leur formation, d'entrer dans la bande de Gaza, munis d'armes afin d'accomplir les tâches qui leur sont assignées. Dans le cadre de cet article, Yedot Ahronot souligne que Majid Faraj avait donné son approbation aux Israéliens et aux Américains pour le plan. C'est en Cisjordanie que tout semble se jouer. Avec nous, à partir de Ramallah, Madame Inès Abdelrazak, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes directrice de l'Institut palestinien pour la diplomatie publique. Madame Inès Abdelrazak, quelle est la situation en Cisjordanie? Je le disais à l'instant, c'est en Cisjordanie que tout semble se jouer. Malheureusement, nous sommes dans une situation où nous sommes tous isolés dans des petits îlots. C'est comme un archipel où chaque ville est entourée donc de checkpoints qui sont fermés, de militaires et de colonies. Depuis octobre, la situation s'est empirée autour des villes comme Ramallah, Bethlehem, Nablus. Les checkpoints sont fermés, donc les Palestiniens ne peuvent plus circuler entre les villes. Les colons sont armés et attaquent les Palestiniens. Et l'armée est déployée partout, y compris aujourd'hui à Jérusalem. Évidemment, car le ramadan a commencé et que tous les ramadans, la répression contre les Palestiniens de Jérusalem s'intensifie. Il faut tout de même noter ou comprendre qu'il y a eu une intensification des attaques des colons, notamment pendant ce mois de ramadan. Oui, alors les attaques des colons ont fortement augmenté depuis octobre. Le gouvernement israélien, qui est fait de colons, il faut bien voir que les ministres du gouvernement israélien sont des colons eux-mêmes extrémistes, racistes, qui ont aidé les colons à s'armer encore plus. Donc aujourd'hui, nous avons dans toute la Cisjordanie et à Jérusalem des gens qui se baladent avec des fusils et qui sont armés et évidemment soutenus par le gouvernement de l'occupation. Et donc, on est face à une situation où évidemment les Palestiniens sont toujours en danger de se faire tirer dessus. En plus de ça, il y a bien sûr les arrestations massives depuis octobre. Il y a des arrestations massives. Et à Jérusalem même, il faut voir que Jérusalem est annexée. Donc Jérusalem est sous contrôle total d'Israéliens. Le problème est que dans tous les ramadans, normalement, l'accès est un peu ouvert, au moins pour les femmes et les gens au-dessus de 45 ans. L'accès à la prière le vendredi est autorisé. Donc on va voir ce vendredi ce qui va se passer. Je pense qu'il faut attendre de voir ce vendredi comment va se passer le premier vendredi du ramadan. Ça va être
un moment important pour voir s'ils ne vont pas justement mettre trop d'obstacles pour que les fidèles aillent prier. Mais c'est clair qu'ils ont renforcé énormément la sécurité à Jérusalem et que les Palestiniens sont en colère, c'est-à-dire que il y a le génocide à Gaza, le génocide continue à Gaza. Évidemment que les gens de Jérusalem et les gens de Cisjordanie sont en colère, veulent que le génocide s'arrête. Et donc, en cette période, ils vont se réunir sur l'esplanade des mosquées. Une dernière chose qui est très importante, c'est que l'esplanade des mosquées est une des dernières places publiques où peuvent se réunir plus d'une centaine de Palestiniens. Absolument. Il n'y a aucun lieu en Cisjordanie ni à Jérusalem où les Palestiniens peuvent se réunir en groupe. L'esplanade des mosquées est le dernier endroit. 750 points de contrôle militaire dans les différentes parties de la Cisjordanie, aujourd'hui encore. Quelle est la marge de manœuvre de l'autorité palestinienne ? Aucune. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne n'a le droit de décider sur quasiment rien. Elle dépend complètement de l'occupation pour décider. C'est finalement une autorité colonisée qui a besoin du colon pour importer, exporter, pour ramener de l'eau, de l'électricité, importer les biens, pouvoir sortir et rentrer. Tout ça est contrôlé par l'armée d'occupation. C'est très important de comprendre parce que l'autorité palestinienne ne contrôle vraiment que l'intérieur des villes, l'administration civile à l'intérieur des villes comme Ramallah ou Naplouse ou Bethléem. Mais toutes ces villes, encore une fois, tous les points d'entrée et de sortie, ainsi que les alentours, sont contrôlés par l'armée israélienne. Donc la marge de manœuvre est extrêmement minime. Mais c'est pour ça que les gens veulent un changement aussi de leadership pour pouvoir confronter cette réalité d'apartheid. Alors, vous parlez de villes sous contrôle de l'autorité palestinienne. Les forces d'occupation ont effectué un raid dans la ville de Belzeit, au nord de Ramallah. Une agression qui a conduit à des affrontements durant lesquels il a été fait usage de balles réelles. Dans de telles conditions, les forces de sécurité qui dépendent de l'autorité palestinienne, comment agissent-elles ? Bon, les forces de l'autorité palestinienne n'existent que parce que les forces d'autorité de l'occupation israélienne l'ont autorisé. Sous les accords d'Oslo, les forces d'autorité palestiniennes n'ont aucun droit de regard. Malheureusement, elles n'ont finalement aucune autorité. Et dès que l'armée israélienne fait des raids ou fait des incursions dans les villes, les forces de sécurité palestiniennes ne font rien. Il y a une coordination sécuritaire très étroite entre les forces de sécurité palestiniennes et les forces de l'occupation. C'est une coordination qui est maintenue en dépit de la situation aussi bien à Raza qu'en Cisjordanie ? Malheureusement, oui. Et ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que, encore une fois, l'occupation israélienne, la colonisation israélienne contrôle tout le territoire de la Palestine historique, du Jourdain à la mer Méditerranée. Oui. L'autorité palestinienne ne contrôle que vraiment que les affaires courantes, les hôpitaux, les écoles et les routes à l'intérieur simplement des villes, et même les sorties et les entrées des villes comme Ramallah, Bethléem, etc., sont contrôlées par les Israéliens. Le nom de Majed Faraj, puisqu'on parle de services de renseignement et de sécurité, le nom de Majed Faraj, chef des renseignements de l'autorité palestinienne, est présenté par l'entité d'occupation comme celui qui dirigera éventuellement Raza après la guerre. Ces informations vous parviennent-elles? Si oui, dans quelle mesure? Oui, effectivement, ces rumeurs circulent. Encore une fois, il faut bien voir que ce qui se discute pour l'instant, les tables autour desquelles se passent les négociations, soit pour un nouveau gouvernement technocratique, soit pour contrôler Gaza. Autour de la table sont les États-Unis, sont les alliés d'Israël et de l'occupant. Et donc, il y a bien sûr les mouvements comme même à l'intérieur du Fatah et à l'intérieur des autres factions, une volonté d'une représentation plus représentative et démocratique du mouvement de libération nationale. Mais aujourd'hui, malheureusement, les intérêts et les forces en présence, ceux qui ont le pouvoir de décision, qui sont Israël et ses alliés, sont malheureusement en train d'essayer de placer des personnes qui ne remettraient pas en cause leurs intérêts. Alors, il y a également d'autres noms qui circulent. Pour l'instant, les noms n'ont pas été confirmés, les informations ne le sont pas non plus. Nous parlions à l'instant de Majed Faraj, mais également les médias de l'entité d'occupation avancent le nom de Mostafa Mohamed, qui serait le prochain premier ministre remplaçant Shteye. Que représente, sur le plan politique, Mostafa Mohamed? Mohamed Mustafa est un technocrate. Donc, ce qui est en train de se discuter, c'est la mise en place d'un gouvernement technocratique qui ne remettrait pas en cause les cartes politiques et le leadership politique actuel. Donc, c'est pour cela que ce nom circule, parce que c'est quelqu'un qui vient du monde financier, du monde de la banque, qui vient du fonds d'investissement palestinien. Il ne remettra pas en cause le leadership du président actuel. Donc, son nom circule comme quelqu'un qui peut maintenir les intérêts, encore une fois,
du pouvoir en place, sans remettre en question justement et sans renouveler le tissu politique palestinien. Maintenant, ce qui est très important et ce que disent la plupart des factions, c'est qu'il faut un processus politique qui intègre le Hamas dans le jeu politique, et il faut aussi une libération des leaders prisonniers palestiniens qui, eux, peuvent aussi jouer un rôle important dans la transition politique, comme Marwan Barghouti et d'autres. Donc aujourd'hui, il y a un intérêt à ce qu'il y ait simplement un petit changement de gouvernement technocratique qui maintienne en place les lignes politiques. Et il reste à voir quelles sont les conditions que va mettre le Hamas pour l'arrêt des combats. Il faut bien voir aussi que Gaza est à bout, Gaza est complètement détruite. Il y a peu de marge de manœuvre aujourd'hui pour le mouvement du Hamas, même si ils ont une capacité encore militaire existante et qu'ils existent encore à Gaza. L'ampleur de la dévastation est terrible, et donc l'impératif est d'arrêter les bombardements, d'arrêter le génocide. Et malheureusement, pour ça, il va y avoir des tractations qui vont peut-être garder malheureusement le statu quo politique et justement ne pas permettre la libération des prisonniers ou les conditions nécessaires pour une transition politique importante. Quel poids ont les différentes factions palestiniennes en Cisjordanie ? Toutes les factions sont présentes en Cisjordanie. Maintenant, évidemment, la réalité est différente entre Gaza, la Cisjordanie et même les Palestiniens réfugiés. Chacun vit dans une réalité différente. Aujourd'hui, il est clair qu'en Cisjordanie, le Hamas, par exemple, est un peu plus populaire. La plupart des factions sont bien sûr présentes, certaines avec une branche armée, certaines avec simplement une branche politique. Ce qui est clair, c'est qu'en Cisjordanie, les gens veulent des élections. Ils sont vraiment pour la tenue d'élections afin qu'il y ait une avancée politique. Le coordinateur des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient a appelé au maintien et au respect du statu quo dans les lieux saints de l'Quds. Même avant octobre, tous les ramadans depuis plusieurs années. On l'a bien vu d'ailleurs en 2017 puis en 2021. Il y a eu des soulèvements extraordinaires à Jérusalem, populaires, contre l'occupation qui ne fait que violer le statu quo en permanence. Les colons n'ont cessé d'augmenter, les incursions et les visites des colons sur l'esplanade avec la protection de l'armée d'occupation se sont multipliées depuis plusieurs années. Donc, de fait, Israël est vraiment déterminé à ne pas respecter ce statu quo. Malheureusement, l'impunité internationale de l'occupation continue. Ils peuvent mener un génocide qui est en live sur les réseaux sociaux sans Absolument. que le monde arrive à les arrêter. Absolument. Madame Inès Abdelazaq, merci infiniment d'avoir été avec nous et Merci. de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup. Inès Abdelazaq, directrice de l'Institut palestinien pour la diplomatie publique, était avec nous à partir de Ramallah. Dans son récent discours sur l'état de l'Union, Joe Biden a annoncé le lancement d'un chantier de taille, la construction d'un port temporaire en Méditerranée sur la côte de Reza. L'objectif serait, selon Washington, l'acheminement par la mer davantage d'aide humanitaire aux Rezaouis. Précisons que plus de 2,2 millions de Palestiniens de Reza, soit l'immense majorité de la population de l'enclave, est menacée de famine, selon l'ONU. La Maison-Blanche a tenu à préciser qu'aucune troupe américaine ne serait déployée. Joe Biden le précise. Je demande à l'armée américaine de mener une mission d'urgence pour établir une jetée temporaire en Méditerranée sur la côte de Gaza, pouvant accueillir de grands navires transportant de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des abris. Il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain. Avec nous en ligne à partir de Washington, Madame Hélène Lepson, merci d'accepter notre invitation. Vous étiez vice-présidente du Conseil national du renseignement entre 1997 et 2002, ancien membre de l'équipe de planification politique du département d'État, membre du comité consultatif externe de la CIA entre 2006 et 2009. Entre 2009 et 2013, vous étiez membre du Conseil consultatif sur le renseignement du président Obama. Madame Hélène Lepson, merci encore une fois d'être avec nous. Joe Biden a estimé que Benjamin Netanyahou faisait, dira le président américain, plus de mal que de bien à Israël, je le cite. Joe Biden a également évoqué une ligne rouge. Doit-on parler véritablement de discorde entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden? Les décisions du gouvernement actuel israélien, c'est un grand problème pour lui. Avant, il a dit aux Israéliens, il faut être plus restreint par rapport à le niveau de violence contre Gaza. Il a dit ça en privé, maintenant il le dit en public. Et c'était important que le vice-président était le premier de dire il faut avoir cessé-le-feu immédiatement.
Hier, le National Security Advisor, M. Jake Sullivan, a clarifié que c'est toujours une question d'un cessez-le-feu pour 6 semaines et peut-être ça peut être plus continuel, mais c'est clair que le gouvernement israélien est absolument convaincu qu'il faut continuer la guerre. Alors pour M. Biden, le soutien historique pour Israël est très très fort. C'est personnel pour lui, c'est une question de continuité historique, mais il est arrivé au point où il faut exprimer notre dissatisfaction. Nous sommes pas satisfaits avec le conduit israélien pendant cette guerre terrible. C'est-à-dire que pour lui, personnellement, il veut toujours rappeler que le soutien pour Israël reste continuel, même en même temps que dans le public américain, même dans le Parti démocratique, vous avez un changement d'avis. Il y a moins de soutien absolu pour Israël. Même les démocrates modérés veulent maintenant imposer les conditions sur l'assistance militaire pour Israël, par exemple. Madame Hélène Lepson, le président Biden critique Netanyahou, mais maintient son soutien à Israël, je le cite. Est-ce une manière de déculpabiliser Israël et de faire porter la totalité de la responsabilité du massacre de la population de Gaza à Netanyahou, d'autant que Joe Biden s'est lui-même présenté comme un sioniste. Il a dit « Je suis un sioniste ». Je pense que depuis les décennies, il a toujours cru que le soutien américain pour la sécurité israélienne est toujours dans l'intérêt national des États-Unis. Maintenant, nous voyons qu'il y a les gens dans notre société qui posent la question, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que le soutien absolu pour Israël a les prix, les coûts pour les intérêts américains dans la région? C'est-à-dire que le président personnellement a son propre opinion, mais dans le système de sécurité nationale américaine, il y a les gens qui posent la question, est-ce qu'il faut conditionner les rapports avec le gouvernement israélien? Il faut dire que nous reconnaissons que Netanyahou est un peu d'extrême dans la politique israélienne et que la plupart des Israéliens apprécient l'aide américaine et qu'ils veulent répondre d'une façon plus totale aux intérêts américains, mais que le leader israélien lui-même est très obstiné et il prend le plaisir presque de dire en public qu'il n'est pas obligé de suivre le conseil de Biden. Madame Hélène Lepson, aujourd'hui, aux États-Unis, à la Maison-Blanche, l'on indique que toute attaque contre le président des États-Unis parvenant de Netanyahou serait une attaque au système politique américain, car Biden représente les États-Unis. C'est ainsi que c'est présenté à Washington. C'est-à-dire qu'il y a les différences politiques parmi les amis démocrates dans le monde, ça arrive. Je ne pense pas que tout le monde pense que Netanyahou attaque le système américain. Certainement, le gouvernement israélien commence d'aller dans une direction moins démocratique et c'est un problème pour nous. Et peut-être Netanyahou déjà préfère que M. Trump va gagner en novembre. En 2020, c'était clair que Netanyahou et même les pays arabes du Golfe ont préféré Trump plus que Biden. Mais maintenant, le peuple israélien apprécie beaucoup que Biden a fait beaucoup plus pour Israël que Trump a jamais fait. C'est-à-dire que, oui, il y a les différences qui sont en même temps en plein air maintenant, les différences de politique et de stratégie envers Gaza et envers Hamas entre l'administration de Biden et le gouvernement Netanyahou. Vous savez que M. Gantz, qui est dans le cabinet de guerre israélien maintenant, oui, il a visité Washington et je pense que c'est clair que dans notre système américain, on aurait préféré un gouvernement israélien plus modéré. Alors justement, vous faites bien de parler de Gantz, vous me tendez une perche, Madame Hélène Lepson. Comment lisez-vous, comment interprétez-vous l'accueil à Washington de Benny Gantz, justement? Il a été reçu par le président et par la vice-présidente. Oui, alors je pense que parce qu'il a le rôle maintenant d'être membre du cabinet,
C'était une réunion très importante de discuter avec lui. Est-ce qu'il y aura un changement de stratégie israélienne? C'était une occasion d'affirmer dans les termes absolus que les États-Unis exigent d'Israël de faire moins de blessures pour les citoyens de Gaza et que Gantz est obligé maintenant de rentrer à Tel Aviv pour renseigner ses collègues que c'est une demande très claire, très directe du gouvernement américain. Malheureusement, Netanyahu a déjà démontré son défiance de ces demandes. Mais Gantz, c'est entre nous et le gouvernement israélien de montrer que Netanyahu n'était pas invité à la Maison-Blanche. Mais Gantz était le bienvenu de discuter d'une façon un peu plus professionnelle comment est-ce que Israël peut commencer de finir son campagne militaire et de laisser les efforts humanitaires pour le peuple palestinien. Mm-hmm. C'est aussi important que l'Amérique a décidé de ne pas attendre pour la permission israélienne pour l'assistance humanitaire. Et ce nouveau discussion de la route maritime entre Chypre et Gaza, on fait ça, c'est-à-dire qu'il y a les États-Unis, l'Espagne, il y a beaucoup de pays maintenant qui trouvent les moyens de fournir l'assistance humanitaire directement et éviter les chemins routiers que Israël a bloqués. La principale source d'influence de Biden est sans doute la fourniture d'armes par les États-Unis. Il semble résister à l'idée de l'utiliser. Jusqu'où ira-t-il? Je vous pose la question en rajoutant que toutefois, les responsables américains n'ont pas exclu, ou des responsables américains n'ont pas exclu l'imposition de conditions à l'aide militaire en cas d'invasion de Rafah notamment. Il y a toujours dans la loi américaine, quand nous fournissons les équipements militaires aux partenaires, il y a toujours dans la loi et dans les contrats langage qui dit que ceux qui reçoivent les armes doivent observer les standards internationaux envers le droit de l'homme et les standards de Convention de Genève, etc. Ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'il faut faire un plus grand effort pour renforcer les règles? Et il y a les membres du Congrès maintenant qui veulent ajouter au contrat pour armes un langage un peu plus fort. Mais vous savez bien que quand un pays croit qu'il fait une action défensive pour la sécurité de sa territoire, il y a toujours les problèmes, on se regarde, mais le pays dit que c'était nécessaire et les Israéliens vont se défendre dans le cours international au Hague ou ailleurs, que ce qu'ils ont fait était sur le plan de défensif. Et vous savez bien que à l'ONU, les États-Unis normalement n'insistent pas ou même utilisent leur veto contre les condamnations de comportement israélien. Alors, nous jouons un jeu un peu compliqué, ambigu, mais maintenant, c'est clair que même dans le Parti démocrate, il y a des gens qui n'étaient pas concernés avant 7 octobre et maintenant veulent imposer encore des conditions. Il faut noter en même temps que le soutien pour Israël dans le Parti républicain est très très fort. On parle de 70% qui veulent continuer à soutenir les Israéliens. Madame Hélène Lebson, dans son dernier discours sur l'état de l'Union, le président américain a ordonné à l'armée de construire un port temporaire, dit-il, à Reza, afin d'acheminer les aides humanitaires. Pour ce faire, il faudra 1000 soldats américains. On va dire un peu plus que les soldats présents actuellement en Syrie. Comment lire cette démarche? Elle est tout de même intrigante. Elle est intrigante en ce sens où il existe actuellement 5 passages terrestres. Il aurait juste suffi d'obliger l'ouverture du passage terrestre de Rafah. Je ne sais pas les détails de combien de soldats sera nécessaire pour 1000 soldats. 1000 soldats, c'est ce qui a été annoncé. Le chiffre, je l'ai, c'est 1000 soldats. Oui. Alors, normalement, certainement, Gaza a besoin de tous les moyens de fournir l'assistance humanitaire, même par la mer, même par les chemins territoires. Mais quand Israël impose les conditions très strictes et ralentit, il y a les blocages.
pour les raisons politiques pendant les négociations. Alors, il faut ouvrir autant de moyens que possible. C'est-à-dire que les États-Unis, pardonnez-moi, Madame Hélène Lepson, c'est-à-dire que les États-Unis aujourd'hui n'ont aucun moyen de pression, ni sur l'Égypte, ni sur Israël. Ces pays, ils doivent, c'est une négociation, ce n'est pas une question de noir et blanc que les États-Unis exigent qu'il faut quelque chose, ce sont des pays souverains qui doivent décider ce qui est dans leur intérêt. Les Égyptiens ont peur d'une invasion des Palestiniens qu'ils ne pourront pas rentrer au Gaza. Ils ne veulent pas encourager le mouvement de peuple. Les Israéliens veulent déterminer qu'il n'y a pas parmi les produits humanitaires peut-être l'équipement qui va aider l'effort de Hamas contre Israël. Alors ce pays doit considérer leur propre intérêt. Ils sont moins dépendants sur les États-Unis qu'avant, mais les États-Unis est toujours dans une position assez forte pour organiser l'effort pour Gaza. Moi, je pense que le rôle américain sera même plus important quand la guerre se termine et on commence un processus diplomatique. Je pense que là, le rôle des États-Unis sera même plus important. C'est un port temporaire qui risque de se prolonger dans le temps. Ceci est craint par certaines parties. Qu'en pensez-vous? Je ne pense pas. Je ne sais pas, mais sur le point de engineering, je pense pas que ça sera. C'est possible qu'on aura besoin de ce système pour 1 an ou 2 ans, quelque chose, mais je ne vois pas qu'il y a un intérêt américain d'avoir une responsabilité pour Gaza. Je pense que, au contraire, on veut bien que les pays de région seront disponibles de reconstruire Gaza et d'aider le peuple palestinien après la guerre. Si les États-Unis veulent avoir une présence militaire dans la région, il y a beaucoup d'autres moyens de le faire. Nous avons les accords de coopération sécuritaire avec beaucoup de pays dans la région et nous avons une présence militaire maritime et sur le terrain dans les pays du Golfe. Alors, oui. Je ne pense pas que c'est quelque chose pour avoir peur. On va également rajouter que les États-Unis ont également des bases jusque-là gardées secrètes dans le désert du Negev. Madame Hélène Lepson, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, madame. Merci, au revoir. Hélène Lepson a été vice-présidente du Conseil national du renseignement entre 1997 et 2002. Elle a été membre de l'équipe de planification politique du département d'État, membre du comité consultatif externe de la CIA de 2006 à 2009 et du Conseil consultatif sur le renseignement du président Obama de 2009 à 2013. Elle a été membre du Conseil politique des affaires étrangères du secrétaire d'État entre 2011 et 2014 et elle était avec nous à partir de Washington. La Fédération internationale des droits de l'homme et 195 organisations, pour la plupart des organisations de la société civile occidentale, appellent les décideurs de l'Union européenne à suspendre sans délai l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, indique-t-il. Un appel non entendu. Ils ont adressé leur demande à Ursula von der Leyen, Joseph Borrell et Charles Michel, président du Parlement européen. Ursula von der Leyen, qui célébrait avec faste il y a peu de temps la création de l'entité sioniste. Aujourd'hui, nous célébrons les 75 ans d'une vibrante démocratie au cœur du Moyen-Orient. Nous célébrons aussi 75 ans d'amitié entre Israël et l'Europe. Nous partageons des valeurs communes. L'Europe et Israël sont destinés à être amis et alliés. Votre liberté est la nôtre. Joyeux anniversaire à tous les Israéliens. La guerre à Gaza a tué plus d'enfants en 4 mois qu'en 4 ans de conflit à travers le monde, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, qui dénonce une guerre contre les enfants.
Avec nous en ligne, Monsieur Younous Omarjee, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes président de la Commission du développement régional au Parlement européen, député européen. En 2018, vous avez reçu le prix du meilleur député européen. Monsieur Younous Omarjee, aujourd'hui, des députés européens d'entre vous demandent un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. C'est ce que nous demandons. Et nous espérons qu'une majorité se réunira autour de nos demandes, ce qui n'est pas encore acquis à cette heure. Mais il est évident que pour obtenir concrètement le cessez-le-feu immédiat et permanent, que le Parlement européen a déjà demandé, après avoir voté l'amendement que j'ai déposé, il faut des sanctions aujourd'hui contre Israël, il faut un embargo sur les armes, car autrement, ce ne sont que des proclamations qui ne sont pas suivies d'effet. C'est l'objectif des demandes que nous portons au Parlement européen pour que la pression se renforce concrètement sur le gouvernement Netanyahou. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous allons procéder demain au vote d'une résolution sur le risque immédiat de famine généralisée à Gaza. Et la situation humanitaire est également très préoccupante. Et je crois que des lignes bougent en réalité au Parlement européen, que la pression se renforce sur le gouvernement de Netanyahou, qu'il y a une très large majorité aujourd'hui dans le Parlement européen pour condamner avec des termes fermes l'entrave à l'aide humanitaire, pour condamner en fait cette humanité qui sombre aujourd'hui à Gaza et dont le peuple palestinien est victime. Et le gouvernement Netanyahou doit se rendre compte que ses soutiens en Europe lui sont de moins en moins acquis. Et je crois que c'est ça qu'il faudra voir après le vote. Alors, ce sont des condamnations que vous avez d'ores et déjà émises dans le passé. L'Union européenne a été interpellée plus d'une fois pour... Elle a été très en deçà. Elle a été très en deçà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il vous semble que ce qui se passe à Gaza, une situation qui est véhiculée par différents médias, pas par tous les médias, mais par différents médias, y compris par les réseaux sociaux, va faire bouger les lignes au sein de l'enceinte européenne? Oui, et puis surtout, c'est l'horreur de ce qui se passe à Gaza qui font que celles et ceux qui jusqu'au bout soutiennent le gouvernement de Netanyahou, à un moment donné, ne peuvent plus devant l'inacceptable. Et on atteint un seuil dans l'horreur qui fait que beaucoup de celles et de ceux qui, jusqu'à maintenant, soutenaient encore le gouvernement d'Israël, ne peuvent plus apporter comme ça leur soutien. Donc les lignes bougent d'abord parce que la situation à Gaza est terrible. Tout le monde voit les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux de la famine, de ces enfants qui sont totalement dénutris, qui meurent de dénutrition. Et puis il y a eu le choc également dans les opinions européennes et aussi sur les élus de ces tirs à balles réelles sur les personnes qui essayaient de s'acheminer vers les convois humanitaires et vers l'aide alimentaire, et qui ont été prises pour cible par l'armée israélienne. Tout ceci fait qu'effectivement les lignes bougent également parce que dans le Parlement européen, nous n'avons cessé de tenir le discours, je crois qu'il fallait, de condamnation et de rappeler aussi l'Europe à la nécessité d'être en cohérence, comme on en avait déjà discuté d'ailleurs, d'être en cohérence avec les principes qu'elle proclame de défense des droits humains et de s'écarter du double standard, quand dans le même temps, elle renforce tous ces discours également contre la Russie. Et nous avons obtenu, il y a quelques semaines, ce que le Parlement européen avait jusque-là toujours refusé, le vote de notre amendement demandant au cessez-le-feu immédiat et permanent. Et le Parlement européen va le réitérer, accompagné d'autres condamnations du gouvernement Netanyahou par rapport à la situation humanitaire catastrophique, et puis aussi par rapport au rôle important de l'UNRWA. Et je crois que le Parlement européen, demain, va reconnaître le rôle de l'UNRWA. Vous savez que cette question avait fait débat, oui, et que nous allons réaffirmer des positions. Donc les lignes bougent positivement. Quelle est la part de responsabilité de l'Union européenne dans ce qui se passe aujourd'hui à Gaza? Je vous pose la question car des représentants de l'Union européenne ont dit comprendre la posture d'Israël. La responsabilité est terrible, elle est écrasante, parce que la présidente de la Commission von der Leyen, voilà,
comme beaucoup de chefs d'État européens, sont allés à Tel Aviv pour affirmer un soutien inconditionnel à Israël. Absolument. Et un droit légitime à se défendre en dehors de tout cadre de droit international. Et je crois que ces positions irresponsables et inhumaines ont incité évidemment le gouvernement de Netanyahou, qui se considérait comme en totale impunité, à poursuivre dans son action qui a une pente génocidaire, comme le dit aujourd'hui la Cour internationale de justice. Ce que nous disons aujourd'hui à l'ensemble des États européens, c'est faites très attention, parce qu'il y a une décision de la Cour internationale de justice, et toutes celles et tous ceux qui, par leurs actes ou leurs déclarations, pourraient se montrer complices d'un acte génocidaire, pourraient également être traduits en justice demain pour complicité de génocide. Donc ils ont le devoir, l'absolu devoir, en droit également, d'appliquer aujourd'hui la décision de la Cour internationale de justice à l'initiative de l'Afrique du Sud. Gloire aux Sud-Africains. Lors d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU, Joseph Borrell a déclaré, je le cite, « Ce qui se passe à Gaza n'est que le point culminant d'un conflit dangereux et inhabituel qui fait rage entre Israéliens et Palestiniens depuis près d'un siècle. » Il a rajouté, « C'est une crise provoquée par l'homme. » Comment réagissez-vous à ce discours? Je suis tenté de rajouter soudain. C'est ce que je vous disais, les lignes bougent, mais il y a surtout une dissonance entre le discours du haut représentant, qui est un discours dans lequel je peux m'inscrire totalement, oui, et le discours de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et c'est cette dissonance-là qui fait désordre. Et puis aussi une dissonance avec certains chefs d'État. Vous savez que dans le Conseil de l'Union européenne, tous les chefs d'État ne sont pas sur la même position. Mais ce qui est certain, c'est que Joseph Borrell dit les mots aujourd'hui, utilise les mots, et on peut ajouter d'ailleurs qu'il a donné suite à la demande de l'Irlande et de l'Espagne, ainsi qu'à la demande des députés européens, pour que la Commission européenne évalue les conditions par Israël de respect, c'est un point important, de l'accord d'association. Parce que vous savez, malgré tout, malgré ce génocide en cours, l'Union européenne continue ses relations avec Israël et l'Union européenne continue à travers un accord d'association, alors que dans cet accord d'association, il y a une clause sur le respect des droits humains. Et que si on faisait application de cette clause sur le respect des droits humains, l'accord d'association devrait être dénoncé immédiatement. Et c'est ce que nous demandons avec l'embargo sur les armes. Et je crois que Joseph Borrell, dans la cohérence des positions qui sont les siennes, va étudier sérieusement la viabilité aujourd'hui de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Et c'est pourquoi je vous dis que les lignes sont en train de bouger et de se renforcer, mais après 30 000 morts. Absolument. Après plus de 30 000 morts et après une famine qui est aujourd'hui en train de se généraliser. L'Union européenne a été en dessous de tout et il lui reste que peu de temps pour sauver l'honneur et pour agir. À ce propos, la Fédération internationale des droits de l'homme et 195 organisations, ce n'est pas rien, pour la plupart des organisations de la société civile occidentale, appellent les décideurs de l'Union européenne à suspendre sans délai l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, indique-t-il. Est-ce qu'il vous semble que cette fois-ci, cet appel va être entendu et de façon rapide, car il y a effectivement urgence, tel que vous l'indiquiez à l'instant, Monsieur Omarjee? Oui, parce que chaque jour perdu, chaque heure perdue, chaque minute perdue se compte en nombre de morts supplémentaires et en souffrances supplémentaires. Donc il faut arrêter maintenant avec les discours et il faut immédiatement, sans tarder, prendre les décisions. Il faut être à l'écoute aussi non seulement des organisations, des ONG, comme vous l'avez rappelé, mais aussi des citoyens européens et des mouvements politiques en Europe. Nous-mêmes en France, à la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, malgré la terreur intellectuelle qui s'abat aujourd'hui sur nous dans la défense du peuple palestinien, parce que défendre les Palestiniens aujourd'hui dans certains pays d'Europe, c'est immédiatement une caractérisation de supporters du terrorisme ou de supporters de l'islamisme, quand ce n'est pas l'antisémitisme. Mais rien ne nous fait taire
et nous continuons en France comme en Europe, à la France Insoumise et avec le groupe de la gauche au Parlement européen, à apporter nos voix et notre renfort à toutes celles et tous ceux qui essaient d'œuvrer dans cette direction. Vous faites bien de rajouter ce dernier paragraphe, car le 23 octobre dernier, une résolution adoptée par le Parlement européen par 500 voix pour, 21 contre et 24 abstentions a condamné les attaques du Hamas perpétrées le 7 octobre. Parmi ceux qui ont voté contre, 3 députés, dont vous, Monsieur Younes Omarjee. Oui, j'ai voté contre la résolution. J'ai voté en faveur des parties du texte qui condamnaient évidemment l'attaque du 7 octobre. Cela ne fait pas débat. Mais j'ai voté contre la résolution parce que c'était une résolution qui ne posait pas les termes de manière globale et qui était une résolution de soutien en réalité au gouvernement de Netanyahou alors que les bombardements avaient déjà commencé sur Gaza et qu'il n'y avait pas une seule ligne de condamnation et que cette résolution s'inscrivait dans le droit fil de toutes celles et tous ceux qui pensent qu'Israël a un droit légitime à se défendre en dehors de tout cadre de droit international, avec une vision du bien contre le mal. Et nous sommes exactement sur des positions contraires. Oui. Et je vous l'avais déjà dit, j'ai voté contre cette résolution. Et si j'avais à le refaire, je revoterais contre une telle résolution. Mais aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut retenir, aujourd'hui, la résolution qui est proposée au Parlement européen est exactement contraire à la première résolution. Parce qu'entre-temps, il y a eu 5 mois où s'est dévoilée la barbarie à visage obscène de la prétendue démocratie du gouvernement de Netanyahou. Oui. Et nous sommes en plein Ramadan. On ne peut qu'avoir une pensée très fraternelle et très triste pour tout le peuple palestinien et les Gazaouis qui entrent dans ce mois de Ramadan avec tant de souffrance. L'humanité sombre actuellement dans cette partie du monde. Je rajoute tout de même pour nos auditeurs que la résolution adoptée par les députés, c'était en octobre dernier, à laquelle vous êtes opposé, a exprimé un soutien clair à Israël. Je parle sous votre contrôle, en étiquetant le Hamas comme une organisation terroriste. C'est ce que proposait la résolution en octobre dernier. Nous nous calons sur les positions des organisations internationales, des positions de l'ONU. Nous sommes des législateurs. On est là pour être attentifs également à l'ensemble des résolutions de l'ONU et du droit. Et je crois que c'est par rapport à ça qu'on se détermine. Absolument. Monsieur Omarjee, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Younes Omarjee est eurodéputé et il était avec nous à partir de Bruxelles. Ont participé à ce programme Younes Omarjee, député européen. Hélène Lepsen, vice-présidente du Conseil national du renseignement entre 1997 et 2002, ancien membre de l'équipe de planification politique du département d'État, membre du comité consultatif externe de la CIA entre 2006 et 2009. Inès Abdelzak, directrice de l'Institut palestinien pour la diplomatie publique. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro, Shiraz au multimédia. Merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous jeudi prochain à partir de 16h, Inch'Allah.